Bonsoir à tous. Merci de nous accompagner après les brillantes prestations de nos prédécesseurs. Là, on va parler marché du travail, attractivité de l'emploi, formation, compétences. Et alors, à mes côtés, je suis très très bien entourée parce que j'ai la chance d'avoir Monique Legrand-Laroche, qui est inspectrice générale des armées. On la remercie de s'être libérée pour être avec nous ce soir. Ainsi que Benoît Derigny, président France de Manpower. Bonsoir. Et Monique et Antoine Fouché, fondateur de Quintet France, auteur de Sortir du travail qui ne paye plus. Alors voilà, 3 interlocuteurs très différents. Peut-être on va commencer tout simplement par un état des lieux. Qu'est-ce que vous observez ? On va commencer par vous, Monsieur Derigny. Vous avez un spectre d'observation important puisque vous êtes spécialiste de l'intérim et des compétences. Vous avez près de 700 agences sur tout le territoire. Donc vous avez un bon poste, une bonne tour de contrôle. Comment ça se passe actuellement le marché de l'emploi réellement ? Merci Fanny, c'est souvent la première question qu'on me pose. Voilà. Indicateur avancé de l'emploi, c'est ça. Peut-être ce que je peux répondre en 2 temps. Un premier élément à la limite conjoncturel et puis peut-être quelques éléments un peu plus structurels. Conjoncturel, il a échappé à personne qu'on a une économie un peu molle et donc chacun a vu qu'on a un taux de chômage qui a légèrement remonté, 7,7 sur les derniers indicateurs. Donc ça, évidemment, ça dit quelque chose sur la situation actuelle du marché du travail et bon nombre d'entreprises aujourd'hui sont un peu moins en tension dans leur recrutement qu'ils ne l'étaient encore en 2022 ou 2023. Cela dit, ça cache quelque chose ou ça annonce quelque chose de structurel et peut-être c'est ça qu'il faut regarder un peu plus en profondeur parce que contrairement au cycle récessif précédent, si je me mets en 2015-2016 ou 95-96, on a eu des taux de chômage qui étaient remontés à 10, 10,5. C'est pas le cas voilà. Et ça sera probablement pas le cas. Pourquoi ? Parce que derrière, structurellement, il y a probablement 4 éléments et qui sont connus maintenant et abondamment documentés. Je vais juste rappeler pour que chacun les ait en tête et on va y revenir, j'imagine. Un premier élément qui est la démographie. Effectivement, une population active qui va commencer à baisser à partir de 2035. Donc ça dit des choses sur une pénurie durable de talents sur un certain nombre de métiers. On va plutôt partir d'un marché du travail à un marché des compétences. La deuxième chose, c'est la recherche permanente de facteurs de compétitivité. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'écarter non plus, c'est-à-dire que les entreprises cherchent en permanence à optimiser la proximité entre un lieu de production, un lieu de consommation, un coût du travail, tout en sécurisant une supply chain, et ça c'est issu des enseignements du Covid. Un troisième élément qui me paraît important, qui a été abondamment documenté tout à l'heure, on en a parlé, c'est le facteur technologie, et l'IA et la décarbonation, ça a des conséquences technologiques et donc ça a des conséquences sur le marché du travail. Et le dernier élément qu'on oublie un peu, mais qui est déterminant, c'est un rapport au travail qui a profondément changé. La génération Z, elle sera majoritaire en 2030 dans le monde du travail. Elle a un rapport au travail qui est, je vais simplifier, la génération qui est la mienne, et j'assume, avait un rapport au travail un peu plus sacrificiel. Ils ont un rapport au travail expérientiel. Et c'est ça qu'ils veulent chercher dans leur vie perso et au boulot. Voilà ce que je pourrais juste partager sur les 4 tendances. Voilà le tableau que vous venez dépeigner. Vous qui êtes du côté des armées, Madame, qu'est-ce que vous observez ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter ? Vous avez la même problématique démographique, de facto. Comment ça se passe pour attirer des talents chez vous ? Alors, d'abord, je voudrais donner quelques caractéristiques du ministère qui sont peut-être assez méconnues. Je suis au ministère des Armées. Néanmoins, parmi les 266 000 personnels, il y a 25% de civils. Donc, c'est un ministère des Armées qui est assez civil. Également, quelque chose qui n'est peut-être pas connu, c'est que une grande partie de nos personnels sont des contractuels. 70% des militaires sont des contractuels. Et ce qui est un peu une conséquence de cela, et aussi parce que nous avons un besoin de jeunesse pour les forces combattantes, nous recrutons beaucoup. Nous recrutons et nous avons besoin d'avoir un flux régulier de recrutement. On ne peut pas avoir des à-coups. Donc l'année dernière, par exemple, nous avons recruté 26 000 personnes. Tout confondu. Oui, civils et militaires confondus. Là, en 2025, nous allons recruter 27 500. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que comme la France souhaite avoir un modèle d'armée complet, nous avons besoin d'avoir des compétences dans beaucoup de domaines.
à la fois dans des modèles, des domaines un peu traditionnels, un peu moins de ce dont a parlé l'interlocuteur précédent, c'est-à-dire des domaines classiques terrestres, aériens, sous-marins, espace, et puis également être capable d'aller dans les nouveaux domaines, que ce soit la cyber, la robotique, l'intelligence artificielle, voire le quantique. Donc c'est un panel de domaines dans lesquels vous avez certains domaines où les métiers ne sont pas en tension et d'autres où ils sont beaucoup plus en tension. Si je prends les domaines par exemple du nucléaire, pendant longtemps, le ministère des Armées et au sein du ministère des Armées, la Délégation générale pour l'armement, était un peu seul à garder et à souhaiter garder et développer des compétences pour la propulsion nucléaire. Et puis nous avons eu très récemment les annonces de renouveau du nucléaire civil avec le lancement du programme EPR2, qui fait que là, ça fait un appel d'air sur les gens qui sont compétents et qui peuvent avoir un effet soit de nous gêner pour embaucher, soit voire de venir prendre des personnels parmi C'est-à-dire ceux que les nous avons entreprises vous concurrencent, viennent chercher dans votre vivier. Donc ils viennent d'une part chercher dans notre vivier et aussi débaucher nos talents que nous avons formés pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est le deuxième plan. Nous avons à la fois ce domaine, à la fois des domaines plus traditionnels et des domaines qui sont plus en tension. La cyber en est un autre. Pendant longtemps, la défense s'est intéressée au cyber bien avant les entreprises. Heureusement, aujourd'hui, les entreprises s'y mettent et montent en compétences sur le cyber. Mais là aussi, elles viennent prendre soit dans nos viviers, soit venir pour débaucher nos talents. Une question, étant donné l'environnement dans lequel on est, avec des conflits qu'on voit monter peu à peu, est-ce que l'armée attire plus qu'auparavant ? Alors, moi je dirais qu'on a un gros atout, c'est qu'on a du sens dans nos métiers. Et ça, c'est un véritable atout qu'on a. Et contrairement à ce que certains disent, je pense que les jeunes ont toujours soif d'engagement. Je dirais simplement qu'ils cherchent peut-être un engagement parfois un peu différent. Je suis assez d'accord avec le côté sacrificiel, ils sont peut-être moins sacrificiels. Il faut qu'il y ait un peu plus, une meilleure prise en compte de leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, par exemple, plus de reconnaissance. Mais nous recrutons et nous arrivons à faire depuis quelques années, effectivement, à faire le nombre de recrutements que nous souhaitons. Merci beaucoup. Antoine Fouché, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui conseillez, alors par le biais de votre entreprise Quintet, un certain nombre d'entreprises en matière de ressources humaines. Qu'est-ce que là aussi vous observez ? Est-ce que, par exemple, sur la jeunesse, ce sont les mêmes problématiques qui remontent ? Merci beaucoup. Moi, j'insisterai sur deux tendances de fond, je pense, qui peuvent être importantes à bien identifier, parce que l'intérêt des tendances de fond, c'est que quelle que soit à peu près la conjoncture économique, elles seront là encore dans les années qui viennent. La première, c'est la démographie, ça a été rapidement évoqué, mais j'insisterai là-dessus parce que la rupture démographique qui est en cours fait qu'on est en train de changer d'époque économique, au sens où nous sommes entrés dans une époque où on peut avoir en même temps faible croissance et pas de remontée de chômage. Et c'est ce qui se passe depuis 2 ans. Parce qu'on a moins de jeunes. Parce qu'il y a moins de gens qui arrivent sur la population. Si je donne les ordres de grandeur, depuis 20 ans, on a à peu près 200 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, ce qui veut dire que pour stabiliser le chômage, il faut créer 200 000 emplois. Maintenant, on est à moins de 100 000, ce qui veut dire que même si on ne crée pas beaucoup d'emplois, le chômage n'augmente quand même pas. Ça a une conséquence positive pour l'économie et le moral de la société et une conséquence un peu négative pour les boîtes. La conséquence positive pour la société, c'est que je pense qu'on prend trop de risques qu'on peut dire qu'on est définitivement sorti du chômage de masse. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de croissance, il n'y aura pas de remontée du chômage, parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Premier point. Et deuxième point, le revers de la médaille pour les boîtes, c'est que les difficultés de recrutement qui sont mesurées par les différents organismes, publics comme privés, et qui sont au plus haut depuis 3 ans, depuis qu'on les mesure, c'est juste le début. C'est-à-dire que ça va continuer à être aussi difficile, tous les secteurs, toutes les tailles de boîtes, dans tous les territoires, de recruter, parce que la pénurie de main-d'œuvre s'installe. Le solde naturel de la population active, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail versus le nombre de personnes qui partent à la retraite, qui plus est si on suspend la réforme des retraites, il est négatif. Ce n'est que parce qu'il y a de l'immigration que la population active française aujourd'hui ne diminue pas. Et la deuxième tendance, très, très rapidement, aussi en écho,
c'est que, et c'est nouveau, et ça dure depuis trop longtemps pour que... Enfin, c'est nouveau à l'échelle des générations depuis la Seconde Guerre mondiale, et ça dure trop longtemps pour que ça soit simplement une parenthèse, c'est que le travail ne paye plus, au sens où, ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans les statistiques de l'INSEE, au sens où les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération qui n'améliore pas son niveau de vie matériel, il n'y a pas que le matériel dans la vie, mais qui n'améliore pas son niveau de vie matériel grâce à son travail. Depuis 15 ans, le pouvoir d'achat du travail augmente de 0,8% par an. Il y a 30 ans, enfin la génération précédente, les années 80, 90, 2000, c'était 2%, et les générations d'avant, c'était 5%. Donc les gens qui bossent aujourd'hui, c'est la première génération qui n'améliore pas son niveau de vie en travaillant. Et c'est ça qui fait, l'hypothèse en tout cas que je partage, c'est ça qui fait que le rapport au travail il change. Parce qu'il n'y a pas un rapport au travail culturel qui serait descendu du ciel sur une nouvelle génération. C'est qu'on ne peut pas avoir le même rapport au travail quand on se dit « dans 10 ans, je vivrai mieux en travaillant moins ». En travaillant moins. C'est ça qui s'est passé des années 40, enfin, des années 1945 jusqu'aux années 2000. On a travaillé de moins en moins de générations. Le temps de travail a baissé et dans la vie et dans l'année. Et le niveau de vie a augmenté. Donc on ne peut pas avoir le même rapport au travail quand on se dit dans 10 ans je vivrai mieux en travaillant moins ou dans 10 ans je vivrai pareil en travaillant à peu près pareil. Forcément ça conduit à relativiser le travail. Bon, ok. Une fois qu'on a fait ce tableau, en même temps, ça a l'air très simple et en même temps, il y a des emplois qui ne sont pas du tout pourvus. Alors, comment on fait ? Quelle est la solution ? Comment les boîtes, elles se préparent, les entreprises se préparent à ces changements de tendance ? Alors, de plusieurs manières, celles qui anticipent le plus, à mon humble avis, sont celles qui ont vu que la pénurie de recrutement, elle allait être durable, enfin les difficultés, pardon, allaient être durables parce que on change d'époque. Et donc, elles essayent le plus en amont pardon de parler comme ça, de capter la ressource. C'est-à-dire de prendre les choses en main en investissant sur la formation continue et notamment sur la formation initiale, en ouvrant des CFA, en développant l'apprentissage. Il y a aujourd'hui une centaine de CFA d'entreprises dans le pays. Il y a 5 ans, il y en avait encore moins de 5. Et donc ça, me semble-t-il, c'est le symptôme d'entreprises qui se disent, plutôt que de subir et des formations qui sont considérées comme non correspondant aux compétences. Je vais faire mes propres diplômes. Plutôt que de faire des partenariats avec des universités ou des écoles qui peuvent être plus ou moins fluctuants, je vais faire mon propre CFA ou ma propre école. Donc je prends le taureau par les cornes de façon à sécuriser la formation et le recrutement de ma main-d'œuvre dont j'ai besoin et dans un environnement où même entre grandes boîtes très attractives, même entre boîtes avec des bons salaires, il y en a plusieurs boîtes avec des bons salaires, donc la compétition pour les talents, elle est plus vive qu'avant et elle va être de plus en plus vive. Est-ce que vous l'observez, ça, Benoît Derigny ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui déjà anticipent et est-ce que la concurrence entre ces entreprises, elle est de plus en plus forte ? Alors, moi, quand on parle de la situation de l'emploi, il y a les chiffres macro, puis après, il y a des variétés dans le terrain, et je pense qu'il faut les regarder. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai juste, régulièrement, je le regarde, en fait, il y a toute une série de situations, on est déjà au plein emploi. Si on dit le plein emploi, c'est 5 à 6%. Alors, soit géographique, soit par filière, soit par métier. Je vais prendre un exemple. Vous regardez la carte de France, c'est facile, c'est sur l'INSEE, hein, avec les départements qui ont un taux de chômage inférieur à 6%, je pense qu'on serait surpris du chiffre, c'est 1 sur 3. Ça veut dire qu'il y a déjà un endroit sur 3 en France sur lequel on est en tension pour pourvoir un poste. Et on est dans un contexte économique relativement flat. Et donc, pour rebondir sur votre point de vue, imaginons ce qui, j'espère, va se passer, c'est-à-dire une activité économique qui repart de manière plus forte dans 2 ou 3 ans, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, voilà. Et je pourrais faire la même analyse par secteur. On a parlé de la défense, mais je pourrais prendre par exemple le nucléaire. Évidemment, ils ont besoin de 100 000 personnes. Hein. 100 000 personnes dans les 10 ans qui viennent, parce que 50 000 départs en retraite et 50 000 liés aux investissements qu'on va faire dans la filière. L'aérien. Enfin, l'aéronautique, très exactement, sans citer... Oui, ils ont des carnets de commandes qui... sans citer une grande marque européenne, mais le projet, c'est 800 à 1000 avions par an. C'est pas compliqué, le goulet d'étranglement, il est d'abord RH. Donc, moi, je rejoins entièrement ce point de vue-là. Alors,
c'est garder ses talents. Voilà, ça, je pense que c'est fondamental. Avant d'aller en former ou en chercher d'autres, gardons nos talents. Il faut avoir en tête qu'on a interrogé, nous, les salariés. Il y a plus d'un salarié sur 3 qui est déjà en train de se former lui-même. Ça veut dire qu'il est déjà en train de réfléchir à autre chose et à prendre en main un truc qui me paraît essentiel, c'est sa propre employabilité. Voilà. Donc, un salarié qui fait ça, c'est qu'il a envie d'aller quelque part ailleurs plus tard. Donc, soit l'entreprise s'en occupe, soit un jour ou l'autre, il va vous poser sa dème et là, c'est trop tard. Bon. La deuxième chose, c'est évidemment la formation. Et moi, je voudrais insister là-dessus, sur la formation, parce que c'est devenu évidemment presque un peu tarte à la crème, mais on est dans une situation où en fait toutes les entreprises sont en pleine transformation. Transformation parce qu'il y a l'IA, transformation parce qu'il y a décarbonation, transformation parce que c'est des groupes qui se structurent. Souvent, on pose la solution technologique, on recherche le financement, mais la composante RH, on l'aborde qu'après. Et à mon sens, dans un projet de transformation réussi, il faut poser en même temps le trio. Et encore plus dans la séquence dans laquelle on va être, parce que si c'est pour se poser la question des compétences, une fois qu'on a fait les 2 premières étapes, en réalité, le temps de l'homme n'est pas le temps de la machine. C'est-à-dire, fabriquer de la compétence, c'est plus long que probablement de mettre en place un agent de l'IA agentique. Voilà. Ça correspond aussi aux petites entreprises, parce qu'on sait que quand même c'est ce qui fait aussi la richesse de l'Hexagone. Elles ont cette conscience-là de devoir se former, d'accompagner leurs salariés. Alors, je pense qu'une PME, PMI, une des caractéristiques, c'est quand même la relation très individualisée. Chacun se connaît. Et donc, je pense qu'un patron de PME, il sait très bien la valeur de chacune et chacun de ses salariés dans la réussite de son entreprise. Mais elles ont les moyens. Et un départ, c'est beaucoup plus déstabilisant que dans une structure plus importante. Donc, les motifs de fidélisation et les arguments de fidélisation, et les leviers de fidélisation sont sans doute pas les mêmes. Et moi, je pense que les PME, PMI ont des vrais atouts là-dessus, notamment parce que pour une jeune génération, il y a des choses, là, il y a du sens, on voit le patron, on sait ce qu'on fait, c'est beaucoup plus concret. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans des grands groupes auxquels j'appartiens, mais en tout cas, une PME, PMI a des moyens de fidélisation qu'il faut exploiter et que des grandes entreprises, peut-être, ont un peu plus de difficultés à exploiter. Alors, Monique Legrand-Laroche, la question de la fidélisation, c'est aussi un des grands défis dans la défense et dans l'armée. Alors, très clairement, oui, c'est un défi sur lequel on a pas mal travaillé ces derniers temps. Comment ? On a plusieurs voies. Alors, d'abord, on a beaucoup de formations internes. En fait, un des atouts au sein du ministère, c'est qu'on peut faire des parcours très variés. On peut faire des métiers variés, des parcours variés. Par exemple, si je prends la DGA, on peut commencer par travailler... La Direction Générale des Armées. Pour l'armement. On peut commencer par travailler sur des hélicoptères, après on pourrait travailler sur des sous-marins, on peut travailler sur l'intelligence artificielle, on peut aller faire de la robotique. Et puis dans sa carrière, on peut faire des métiers différents, on peut commencer à travailler sur des essais, on peut ensuite travailler sur du développement, sur de la production, sur l'international. Donc déjà, on donne aux gens une capacité de parcours forte, et pour ça, on a une formation, on peut se former en formation continue. Il faut voir que, par exemple, sur cette année, au sein du ministère des Armées, vous avez 70 000 personnes qui ont une formation continue. Je ne parle pas de la formation initiale, c'est la formation continue, et ça fait vraiment partie de notre ADN de se former et de pouvoir se former tout au long de notre carrière. Ensuite, on a des moyens de fidélisation qui ont été mis en place. Je peux parler effectivement de la rémunération qui est un souci, même si on ne va jamais concurrencer le domaine privé. Il y a eu un effort qui a été fait lors de revalorisation et de travail des grilles indiciaires, des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers, ainsi que des ingénieurs civils. Et là, on a vu le résultat avec une fidélisation plus forte ces 2 dernières années et des moindres départs. Et puis, une série de mesures qui sont... j'ai envie de dire très pratico-pratiques, puisque donc, les militaires sont amenés à être mutés géographiquement. Florence Parly avait mis en place un plan famille qui consistait par exemple à ce que 80% des militaires soient au courant de leur mutation géographique 5 mois avant. Ce qui permet de s'organiser. Ce qui permet de s'organiser. Il y a aussi des moyens comme, par exemple, de référencer des médecins. Parce que nos militaires sont souvent dans des régions qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément des grandes villes. Donc référencer des médecins qui acceptent de prendre des militaires dans leur patientèle lorsque les gens sont mutés, de manière à améliorer la prise en compte de la vie familiale. Également un effort qui a été fait sur des crèches, sur les logements ou sur l'aide à trouver du logement. Donc c'est une série tous de ces à côté mesures. en fait
qui vont permettre d'enlever une partie de contraintes qui pèsent et qui sont liées normalement à la suggestion militaire et qui vont permettre de fidéliser les personnels qui souhaitent rester. Est-ce que ça vous permet d'attirer, de féminiser l'armée ? Alors ça reste quand même un endroit où il faut qu'on fasse un gros effort encore. L'armée française a 17% de femmes parmi les personnels militaires, ce qui n'est pas beaucoup. C'est assez varié selon les armées et selon les grades. Il y a beaucoup. Vous voulez dire que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes ? Plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Ça, c'est assez commun. Alors, mais là où il y a le moins de femmes, c'est chez les militaires du rang. Justement, on parlait du salaire, de la grille salariale, indicielle. Peut-être vous qui avez écrit un livre, Sortir du travail qui ne paye plus, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire ? Parce que c'est aussi un des points sur le rapport au travail. Il n'y a pas que ça, il y a le sens, il y a les valeurs, mais le salaire, ça reste dans toutes les études un des premiers motifs qui explique que l'on change de poste ou que l'on quitte un poste. Eh bien, on change beaucoup de postes et on n'a jamais, et je vais répondre tout de suite à la question, mais juste pour donner l'ampleur du phénomène, on n'a jamais autant changé de poste dans notre pays. On est 28 millions à travailler en France, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Là, sur les 20 millions de salariés, il y a 16 millions de salariés en CDI. Et chaque année, maintenant, depuis 3-4 ans, donc c'est nouveau, il y a 2 millions de salariés qui démissionnent, plus 500 000 ruptures conventionnelles. Donc en gros, en ordre de grandeur, il y a un salarié sur 6-7 qui quitte volontairement son emploi chaque année depuis 3-4 ans. Et les gens démissionnent pas pour aller à la piscine, ils démissionnent pour aller travailler ailleurs, parce qu'il y en a 86% qui retrouvent un job dans moins de 6 mois, selon une étude de la DARES. Et donc ça, c'est vraiment c'est un symptôme, me semble-t-il, du fait que le rapport de négociation ou le rapport de force, en forçant un peu le trait, est en train de s'inverser entre les boîtes et les salariés, ou en tout cas, il est en train de s'équilibrer. D'où la question de la rémunération qui est vraiment absolument essentielle. D'une manière générale, les entreprises ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais qu'est-ce qui fait dire ça ? C'est le partage de la valeur en France entre le travail et le capital, il est stable. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les entreprises n'ont pas de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. C'est une moyenne. Il y a des secteurs ou des endroits où c'est un peu plus le cas. Et donc, il y a deux choses, me semble-t-il, une initiative des boîtes et une initiative des politiques publiques. L'initiative des entreprises, c'est l'actionnariat salarié. Parce que si vous n'avez pas de marge pour augmenter les salaires, parce que le partage travail-capital est stable, quand le travail payait beaucoup, on partageait la valeur de la même manière que quand il ne paye pas beaucoup, donc ce n'est pas ça le sujet. En revanche, l'actionnariat salarié, là, oui, parce que vous pouvez, notamment dans les plus petites entreprises, embarquer les salariés et les intéresser à la productivité, à la performance de l'entreprise, partager les fruits de la création de valeur quand il y a création de valeur, sans dégrader vos marges. Donc en gardant vos capacités d'investissement, vous rémunérez mieux les salariés. Simplement, il faut partager un peu plus le gâteau du capital de la boîte. C'est là où ça peut parfois commencer à être un peu difficile, mais me semble-t-il, il y a des exemples d'entreprises qui se sont mis à faire des LTI, comme on dit en bon français, des long-term incentives, pour tous leurs salariés, et notamment l'école bleue, parce que ça a diminué leur turnover de 50%. Donc quand on intéresse les salariés, quand on dit aux salariés, si tu restes 4 ans, tu auras des actions gratuites, et si dans certains groupes, ça diminue de 50% le turnover, ça coûte beaucoup moins cher de distribuer des actions gratuites que d'avoir un process de recrutement qui fait que chaque année, il faut renouveler 50% de la manœuvre. Mais ça marche aussi à 25. Hein. L'écart est tellement fort que ça marche aussi à 25. Et côté pouvoir public, mais ça ne dépend pas des entreprises en dehors du fait de faire de la pédagogie auprès des pouvoirs publics, comme beaucoup de boîtes et de patrons d'entreprises le font. On a le record du monde en France dans l'écart entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux quand on travaille. Dire autrement, c'est le poids des charges. Et donc, si on veut que pour un même travail, donc sans dégrader la compétitivité des entreprises, sans renier sur leurs marges, les salariés soient mieux payés ou qu'ils gardent une partie de l'argent qu'ils gardent davantage pour eux, il faut réduire les charges. Voilà, les charges. Alors ça dépend. Ça, vous l'avez dit, ça ne dépend pas des entreprises. Benoît de Vrigny, quand même, les entreprises sur les questions salariales, qu'est-ce qu'elles font ? Quelles sont, même si leurs marges de manœuvre sont basses ?
Moi, ce que je peux vous partager, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on a des missions à proposer et on n'arrive pas à les pourvoir toutes. Donc, on a malheureusement des clients insatisfaits parce que dans mon métier, je dépends d'un marché de compétences. Le premier critère d'arbitrage, il est très clair, c'est le taux horaire. Voilà, on me pose 13 €, vous êtes à 12, je parle. Mais c'est généralement pas le seul. Attention, celui qui vient très vite après, c'est l'éloignement de mon domicile. Alors, il y a une dimension économique, bien sûr. Parce qu'il faut payer le carburant, ça etc. dépend, voilà, mais certainement pas que. Il y a aussi une dimension de confort de vie. Et le troisième motif d'arbitrage, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est la réputation de l'entreprise. L'emploi, c'est local. Et donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que localement, les gens connaissent, savent que dans tel atelier, il y a un chef qui est sympa. Dans tel autre atelier, les conditions de travail ne sont pas terribles. Donc, c'est la question du management. Et ça discute. Et donc, chaque entreprise, localement, a une image de marque. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et ce sont des motifs d'arbitrage. Voilà. Vous avez l'impression que les entreprises sous-estiment ? Je pense qu'on ne mesure pas forcément la réputation qu'on peut avoir. Je ne parle pas au niveau national, parce que c'est très local. Je veux dire, c'est tel site de production, c'est tel centre tertiaire. Voilà. Ça se sait, parce que moi, j'ai toujours vécu en province, on le sait parfaitement. Les gens discutent entre eux, dans telle boîte, dans telle autre. Voilà. Donc, il ne faut pas le négliger. Et dernier élément peut-être que je voudrais ajouter, c'est le processus de recrutement. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que la manière dont le recrutement se passe avec une entreprise dit quelque chose de la manière dont ça va se passer ensuite quand je vais rejoindre l'entreprise. Et donc, comment je vis mon recrutement, y compris si c'est un non d'ailleurs à la fin, ça va participer d'un bouche à oreille positif ou négatif. Est-ce qu'on me rappelle? Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Est-ce qu'on a mis 3 semaines à me faire rencontrer une deuxième personne? Tout ça, ça participe, c'est une série de petites choses. Donc le process de recrutement, il faut vraiment le soigner parce qu'en fait, il va générer un bouche à oreille positif ou négatif et donc amplifier ou à l'inverse, diminuer les candidatures. Écoutez, merci. Malgré l'état de la France au départ, l'état des lieux qui était quand même, il y avait pas mal de freins, on a trouvé quelques solutions et raisons d'espérer. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir accompagnés ce soir. Merci beaucoup au CESE aussi et à toutes les équipes d'organisation. Merci à vous. Merci.